Suis-je coupable de ce que je dénonce d'ordinaire? Eh bien, si le personnage en question avait été ancien, il aurait pu y avoir un risque, mais sa création remonte à 2014. Donc bonus, je vais vous expliquer l'affaire. D'abord le contexte. Le personnage s'appelle Belladonna, 16 ans, à peu près. Elle est l'un des nombreux personnages de ma BD Hero High, à l'origine inspirée d'Ever After High, à propos des enfants de super-héros et de super-méchants. Si vous voyez une ressemblance visuelle avec DC Super Hero Girls, c'est une coïncidence. Le choix d'abord était annoncé en 2015. Moi, j'ai édité mes premiers visuels en 2014, et si dans le dessin animé il est question des héroïnes dans leur jeunesse, dans ma BD ce sont leurs enfants qui sont concernés. Je suis l'idée avant qu'on annonce descendant de Disney, mais j'avoue que le programme m'a parfois influencé par la suite. Le personnage en question est en fait la petite fille du Docteur Poison, super vilaine de l'univers de Wonder Woman. Elle était quasi inconnue jusqu'à il y a peu, faute d'avoir été utilisée dans les adaptations, sauf dans Batman, l'Alliance des héros, en simple caméo. Mais comme vous le savez, ce personnage est finalement apparu dans le film Wonder Woman de 2017. Dans mon cas, je connaissais le Docteur grâce à des recherches sur Wikipédia à l'époque. Le Docteur Poison est inspiré de l'existence de l'unité 731. Au Japon, durant la Seconde Guerre mondiale, des médecins, en particulier le Docteur Shiro Ishii, s'y livreront sur des prisonniers de guerre à des expériences ressemblant à celles du Docteur Mengele. Autrement dit, d'épouvantables choses qui ne se racontent pas. Des membres de la famille impériale japonaise y auraient assisté. Pour les scénaristes de l'âge d'or, pendant la Seconde Guerre mondiale, de Wonder Woman, cette histoire est devenue « Et si un membre de la famille impériale japonaise était un médecin dévoyé au service des nazis ?» Au début, on croira que ce docteur est un homme. Un docteur expert en toxines comme son nom l'indique et dont la grande spécialité est la drogue Reverso, qui inverse les convictions. Ainsi, ça pouvait transformer les braves soldats américains en nazis. Le docteur arbore un masque en caoutchouc, pourvu d'un rictus perpétuel qui empêche de l'identifier. Wonder Woman parvient à l'arrêter et reconnaît le docteur Poison comme étant la princesse Marrow, parente de l'empereur. Le personnage sera oublié durant des décennies jusqu'à l'âge dit moderne. Un second docteur Poison apparaît, petit enfant du précédent, et jamais démasqué en sorte qu'on ignore s'il s'agit d'un homme hétéro ou d'une femme lesbienne, au vu de son orientation sexuelle. Docteur Poison 2 est flippante, même rictus figé qui est peut-être naturel, cette fois, et un costume encore plus terrible qui est tout noir. Il faut entre autres lui attribuer la création de Génocide, la Doomsday de cet univers. Et elle suinte du venin par tous les pores comme Poison Ivy. Pas mal pour une méchante sans pouvoir, tel un Joker avec qui elle partage le mystère de l'identité et le rictus dans les comics. Et une défiguration dans les adaptations. Je l'ai perçue comme très badass, capable de lancer des seringues façon ninja. Malgré que le mystère des origines fasse partie de l'intérêt du Docteur Poison 2, j'ai tranché. Dans mon histoire, c'est une femme, car malgré sa capuche, on perçoit un aspect féminin. Le premier docteur était une femme, bon, l'un n'implique pas forcément l'autre, je l'admets. La deuxième déteste les hommes, et surtout, elle est répertoriée parmi les personnages LGBT de DC Comics. Si c'était un homme, ça en ferait un hétéro qui se déteste lui-même. L'option femme m'a paru la solution la plus logique. Au moment de créer Belladonna, la timeline officielle étant aux années 1980, j'ai sauté une génération et fait d'elle la petite fille et fille des Docteurs Poison 1 et 2, qui ont officié dans les années 40 et 60 et 70. Et comment une lesbienne aurait-elle eu un enfant? Eh bien la chose est toujours possible. Dans le cas présent, il s'agit d'une insémination artificielle pour continuer la dynastie. Au début, je ne savais pas trop comment habiller Belladonna, comme les autres membres de la famille, et c'était pas palpitant. Jusqu'au jour où j'ai eu l'idée d'en faire une cybergoth, et j'avoue, j'ai adoré. Tellement qu'elle est la première dont j'ai fait la poupée. Car je customise des Brazillas pour en faire des effigies des personnages, allant jusqu'au bout de la logique de la série toyetique. J'ai donc envoyé la fiche personnage, et jusque-là, Belladonna n'a apparu que 2 fois dans un arrière-plan. Le chapitre 1 n'est pas fini. Et pourtant, Vlati pas que ce serait une Mary Sue. Quoi? L'utilisateur qui l'a dit semblait être très fan et donc très fin connaisseur des Docteurs Poison, ce qui est rare, et m'a fait un long discours sur l'absurdité de vouloir un enfant pour un personnage aussi misanthrope, avant de conclure sur le fait que mon OC était une Mary Sue, car elle ne devrait pas exister. Alors comment dire? J'ai tout d'abord suivi la procédure et soumis Belladonna au test Mary Sue. Verdict.
entre les réponses qui sont non à tous les coups et les détails auxquels je n'ai pas pensé, et où je n'aurai pas l'occasion d'apporter de réponse, elle cumule 22 points, c'est une non-Sioux. Mais c'est justifié en grande partie par le fait que ce n'est pas un personnage principal. Les personnages sont nombreux d'ailleurs. J'ai dit qu'on reconnaissait les male issues à des détails caractéristiques, mais il ne suffit pas qu'ils soient là. Encore faudrait-il que le protagoniste concerné soit proéminent, et ce n'est pas du tout le cas. Bon, c'est réglé, à la prochaine fois. Remettez-en une, Firmin. D'accord, non. Je vais élaborer pour ma défense. Quels sont ces détails qui font Sioux d'habitude? D'abord le nom. Belladonna, je reconnais que ça fait pas très japonais, mais sa famille vivait aux États-Unis depuis longtemps à l'époque de sa naissance. Et puis c'est un nom de plante vénéneuse, donc caractéristique. En revanche, je n'ai pas choisi de nom à cause de sa signification initiale, belle dame en italien. Et d'ailleurs, pour ne pas pousser le vice, rassurez-vous, personne ne la surnomme Bella. Nul n'ose. Elle n'a pas de nom de famille, mais c'est normal. Les femmes de la famille impériale japonaise n'en ont pas. Et pour les hommes, c'est Ito. Elle n'est pas japonaise par souci d'exotisme, mais juste parce que sa grand-mère et sa mère l'étaient, et ont dû s'exiler aux États-Unis. C'est une princesse, oui, mais qui n'a jamais connu les avantages liés à son rang. Et si elle l'est, il faut le reprocher à William Moulton Marston, le créateur original de Wonder Woman. C'est lui qui a fait de Docteur Poison 1 un membre de la famille impériale. Ça n'ajoute rien à Belladonna, elle aurait facilement pu ne pas l'être. Mais j'avoue, je trouve rigolo le décalage entre la noblesse et son apparence et ses manières. Ce n'est pas la seule princesse de plus, au moins 10 autres élèves sont concernés. Apparentée à Wonder Woman, la Panthère Noire, Aquaman, Thor, Loki, la Veuve Noire, Starfire et Star Sapphire, entre autres. Douée, oui, concernant les poisons et les antidotes. Mais pas pour le reste, je crois. Elle a au moins un défaut manifeste, personne ne veut manger ce qu'elle prépare. Elle fait aussi du mithridatisme ou résistance au poison. Pas spontanément cependant, mais suite à un entraînement douloureux. Et contrairement à sa mère, elle ne sait pas suinter du poison. Sinon, Belladonna fait partie des super normaux, elle n'a aucun pouvoir surnaturel dans une école où les 3/4 des élèves en ont. Donc on ne peut pas la considérer comme très avantagée sur ce point. Un look inhabituel? Ah ça c'est sûr, on pourrait ajouter anachronique, car le cybergoth est apparu avec les années 2000. Les années 1980 que je mets en scène sont anachroniques sur plusieurs points, par exemple Internet existe déjà. Elle n'est pas la seule à avoir un look qui n'existait pas encore. D'autres personnages sont gothiques, juggalo, punk, vintage, lolita, steampunk, uchuke, etc. C'est tout simplement plus intéressant visuellement. C'est aussi justifié par le fait que les cyber ont des goggles et des masques à gaz dans leur équipement. Belladonna les porte avec besoin quand elle répond à un gaz toxique. Et puis il y a les symboles de danger nucléaire sur ses accessoires, elle fait bien de signaler qu'elle est dangereuse. Les mèches vertes et blanches ne sont bien sûr pas naturelles, mais des rajouts. Et bien sûr, une telle couleur d'yeux n'est pas davantage naturelle, ce sont des lentilles, qui sont aussi courantes dans le look. Très belle? Pas forcément. Je fais tous mes personnages féminins jolis, mais elle ne l'est pas plus que les autres. Certains sont même rebutés par le look cyber, à ce qui paraît. En tout cas, c'est volontairement effrayant. Tout le monde l'aime? Nope. Elle a quelques amis, mais pas de petits copains, et je ne crois pas qu'elle en aura faute d'être le focus. Avatar? Certes non, je ne connais rien aux produits toxiques, et de plus, j'ai testé bien des modes, mais pas le cyber. Une des rares qui me disent rien. Pour moi. Chouchou du créateur? Non plus. Surtout d'un point de vue visuel que ce personnage me séduit, j'imagine très bien sa déco par exemple. Mais c'est à peu près tout. Je chouchoute davantage les personnages plus importants, parce qu'à la base j'aime leurs parents. Alors que je connais très peu les docteurs poison. Bunny? Pas tout à fait. C'est sa grand-mère qui l'a été. Elle ignore qui est son père, mais sa mère ne le sait pas non plus, ça n'a aucune importance. Son animal de compagnie, Arsenic, est inhabituel mais pas si rare, c'est un rat. Et tout le monde a un animal de compagnie. Ah! Et personne ne voit Belladonna comme une menace? Pas même Luna, la fille de Wonder Woman. Et non, elle n'est liée à aucun arc ou plot point majeur. C'est un personnage assez drôle que je ne prends guère au sérieux. Je ne pense pas qu'elle énerve grand monde, faute d'être reconnue, si ce n'est le fameux utilisateur. On ne peut pas dire que les autres personnages l'admirent, ni en disent souvent du bien. Et surtout, je me répète, on n'a pratiquement pas vu dans l'histoire, elle n'est pas un personnage principal, ce qui est d'habitude le cas des Sioux. On peut, je le sais, parfois en suspecter une devant une fiche de OC assez détaillée, et quand on la replace dans le contexte de l'œuvre où elle est censée apparaître. J'ai eu ce doute, par exemple, devant Damselfly, un personnage original inventé pour Miraculous Ladybug et vu sur DeviantArt. Lucy, ou Damselfly, était une grande et belle blonde, partageait des caractéristiques communes perturbantes avec les héros comme un yo-yo à poids, et un thème de gracieux insectes comme Marinette Ladybug, ainsi que les mêmes amis qu'elle.
Qu'elle soit demi-américaine, visiblement pour correspondre à son auteur, fait soupçonner un avatar. Elle est aussi riche et dans le monde de la mode comme Adrien Chat-Noir. Mais surtout, Damselfly serait à la fois la petite copine d'Adrien et l'amie de Ladybug. Quoi? Faire quoi? Or, si on connaît un peu l'histoire, on sait qu'aucune fille ne peut être à la fois l'un et l'autre, sans que Ladybug, la vraie love interest d'Adrien, ne tente de lui arracher les yeux. Mais on peut être haussé sans être une Mary Sue. Elles sont nombreuses parmi les personnages originaux des fanfics, il suffit de songer à toutes les petites nouvelles qui pointent à Poudlard, mais l'un n'applique pas toujours l'autre. On veut pour preuve ces autres haussés de Miraculous et Ladybug, Vincent alias l'Hirondelle et Tristan alias la Pie. Le premier est un Français inventé par une Britannique et ce n'est sûrement pas un avatar. Ils ne sont pas, en apparence, pouvoir, armes et background, des décalques des héros existants. Ils ont même des faiblesses, quelques défauts même. On peut donc parler d'OC valide. J'ai aussi expliqué que quand on sait ce que c'est qu'une Mary Sue, on ne peut plus en faire sinon volontairement. Or j'ai écrit le texte en 2009 et créé le personnage en 2014. À cette date, je ne pouvais déjà plus le faire sans m'en apercevoir. Belladonna n'a d'ailleurs pas grand chose de commun avec mes présentatrices, car oui, j'ai créé des Mary Sue en le faisant exprès. Conclusion, le simple fait d'être une OC ne suffit pas, le test est négatif, non, Belladonna n'est pas une Mary Sue. Mais pourquoi me l'a-t-on dit? Il est temps de passer au deuxième effet qui se coule, les Mary Sue. Soit on ne les connaît pas, on risque d'en faire, soit on les connaît superficiellement et on en voit partout. Et en fait, c'est pas mieux, pouvant en faire de vous un critique sautant un peu vite aux conclusions. Quand on connaît un peu le concept mais sans creuser, alors Mary Sue devient une insulte facile, proférée à l'encontre de tout personnage qui dérange. Mais il existe des milliers d'autres raisons pour lesquelles un personnage peut déranger. La raison pour laquelle j'ai reçu cette accusation, c'est parce que Belladonna ne devrait pas exister et que cette existence est perçue comme une insulte au personnage parent. Dans le canon de l'œuvre d'origine, oui sans doute. Dr Poison 2 est effectivement misanthrope et n'a guère de raison de vouloir un enfant, mais dans le canon. Il y a eu des plaintes semblables vis-à-vis des téléfilms descendants parmi les fans de Disney. Dedans, tous les personnages des films vivent dans un univers partagé et ont des enfants. Or, les méchants, notamment, ont été sujets à interrogation. Comment pourrait-il avoir des enfants en étant tout à la fois célibataire et mort? Une explication officielle serait qu'ils auraient été ressuscités puis exilés sur l'île perdue, un châtiment pire encore. Reste que, avec qui se serait-il reproduit? Uma, fille d'Ursula, a des tentacules dans l'eau et des jambes sur terre, donnant à penser que son père est humain. Alors oui. Moi non plus, je veux surtout pas savoir comment ils ont fait le cas échéant. Mais si j'ouvre mes chakras et accepte l'existence d'Uma, pourquoi pas? Elle est charismatique, sachant son tutu et physiquement elle m'a même inspiré Raya, fille de Black Manta. Contrairement à d'autres Disney, j'ai pas été scandalisée. Un univers partagé semble étrange à cause des différences de lieu et de temps entre les films. Mais justement, ça permet de détacher le canon de Descendants, même si c'est une œuvre officielle de Disney, non une fanfic, et les films. Quand on accepte de suspendre son incrédulité, de partir du principe que les Disney sont un univers partagé, c'est aussi le cas dans Ralph 2.0 d'ailleurs, via le site Oh My Disney, alors ça passe. Que les méchants, misanthropes ou pas, aient fondé des familles, je trouve ça plutôt sympa. Donc quand on connaît le principe de mon histoire, Hero High, les enfants de méchants, ça n'a rien d'étrange. Les vilains en ont tous eu. Et je soupçonne fortement l'utilisateur qui m'a fait des reproches de ne pas connaître ce principe de base, et de ne pas s'être intéressé à l'histoire, juste à la fiche personnage qui concernait sa passion. Donc, l'existence de Belladonna est invalide dans le canon, mais valide au sein de ma BD, qui jusqu'à preuve du contraire, ne changera justement jamais rien au canon d'origine. Sauf pour DC Comics qui ne connaît rien à tout ça et ne compte pas s'en inspirer. Ça nous arrive à tous de tomber sur des fanworks révoltants pour les personnages concernés. Mais croyez-moi, inutile de le dire à l'auteur. Mieux vaut oublier. L'honneur des 10 personnages n'est en rien sali tant que ça reste des œuvres de fans. Rien d'autre à faire vraiment que de se contenter de ne pas lire ce qui nous plaît pas dans ces œuvres, car nous ne sommes pas à la police de « veuillez insérer le nom du personnage d'origine ». À une exception près, c'est pour cela que j'ai analysé des Mary Sue canon. Leur existence est autrement plus injustifiable, en particulier quand insérée dans une longue continuité ou via une adaptation. Comme disait Scott Gray, les auteurs et surtout repreneurs officiels ont un certain devoir de respect de l'original. Mais quand on tombe sur un personnage de fan dont l'existence contredit à votre avis les valeurs ou les relations du héros canon auquel il est lié, il ne sert à rien de le ou la traiter de Sue si rien ne le justifie. Existence dérangeante pour vous? Oui, mais la raison n'est pas suffisante. Ce réflexe, je pense, a été induit par cette idée.
Si je traite son personnage de Sioux, c'est un qualificatif tellement honteux qu'elle va effacer la fiche et renoncer à utiliser son personnage. Tu veux pas s'emballer un Mars non plus? Je reconnais qu'en créer une par inadvertance n'est pas brillant, même si ça peut arriver à tout le monde. Mais là, loin de me mortifier, pas de bol pour cet usager anglophone. N'ayant rien lu ou vu de ce que j'ai fait en français, car tous mes travaux sur les Sioux sont dans cette langue, il ignore que j'étudie le phénomène depuis 3 ans, et que je ne peux plus tomber dedans. Avez-vous déjà qualifié un personnage de Mary Sue parce qu'il vous dérangeait ou que vous ne l'aimiez pas? C'est peut-être pour cette raison, mais d'autres choses peuvent déclencher cette inimité. Être une Sioux est loin, très loin, d'être le seul défaut qu'on peut reprocher aux aides de fiction. Il convient d'être exact et de connaître quel est le problème avant de sortir le mot en M et S. Ces défauts, je compte revenir là-dessus très bientôt. Remettez-en vraiment une, Firmin.